Donc voilà le moment d'aborder la problématique statistique, puisqu'on a vu qu'on en avait besoin pour décrire le phénomène, les phénomènes qui se produisent au moment de la réalisation d'une mesure. Alors les statistiques, c'est quoi? C'est une science qui va permettre, enfin, il y a plusieurs acceptions, plusieurs définitions. En tout cas, la partie qui nous intéresse, c'est celle qui va permettre de décrire les phénomènes systématiques. Typiquement ce dé, si je le laisse sur la piste de dé sans jamais le faire bouger et sans le lancer, bah, c'est un phénomène systématique. Chaque fois que je regarde le dé, j'ai 5, 5, inexorablement 5 et toujours 5. C'est donc un effet systématique. Ce dé, si je le lance, bah, en fait, on va observer qu'il peut prendre différentes valeurs. 1, 6, 1, et ainsi de suite. Donc toutes les valeurs qu'il est capable de produire. Les statistiques s'intéressent aux propriétés de ce phénomène aléatoire qui produit des valeurs dont on ne peut pas connaître la réalité, la valeur. Au moment où on le lance, il va falloir qu'il finisse sa course pour donner un résultat. On va regarder maintenant, plutôt qu'avec un dé, faire la même chose par simulation numérique avec une petite application Excel. Pour regarder ce qui se passe, bah, par exemple, mon dé, je le lance 5 fois et je vais voir que j'obtiens plusieurs fois telle valeur, plusieurs fois telle autre valeur, plusieurs fois telle autre valeur encore. Si je fais une nouvelle observation, j'obtiendrai une autre distribution des valeurs, ce qui prouve bien que je suis face à un phénomène aléatoire. Pour comprendre un phénomène aléatoire, eh ben, il ne faut pas le lancer, il ne faut pas l'observer une fois, 5 fois, 10 fois, mais peut-être un grand nombre de fois. Mettons que j'observe 10 000 fois mon dé. Voilà ce que j'observe. Ben, j'observe des valeurs comprises entre 1 et 6, mais ça, je savais que mon dé pouvait faire 1 et 6, parce que je connais mon phénomène. Il y a d'autres phénomènes, la température de cette pièce, je ne sais pas dire quelle est la limite mini et la limite maxi de cette température. Donc là, j'observe D1, D2, D3, D4, D5 et D6, et puis je vois que j'en ai à peu près autant dans chacune des catégories. Je dis bien à peu près, parce que ben, on observe bien là qu'on a une distribution qui n'est pas parfaite, et si je regarde une nouvelle fois, j'ai encore des choses différentes, et ainsi de suite. On est là face à ce qu'on appelle un phénomène d'échantillonnage. Quand on a beaucoup de valeurs dans une série de données, on a par habitude, depuis qu'on est tout petit, l'habitude de définir une moyenne. Donc si je fais la moyenne de toutes ces observations, ben, j'obtiens 3,5. Très bien, mais 3,5, ça ne permet pas de décrire le phénomène aléatoire 1D, puisque tout le monde sait que le dé produit des 1, des 2, des 3, des 4, des 5 ou des 6. Donc en l'occurrence, il ne produit pas 3,5, et que de toute façon, ce n'est pas une information suffisante, 3,5, pour décrire un phénomène aléatoire. Pour décrire un phénomène aléatoire, il faut donc avoir accès à un autre objet mathématique qui s'appelle l'écart-type et qui, lui, est capable de nous dire, autour de la moyenne, quelle est la distribution des valeurs possibles. Voilà. Donc la moyenne ne nous suffit pas, il nous faut aussi l'écart-type. Quand on était petit, à l'école, on a appris à faire des moyennes, donc ça choque personne, l'objet moyenne. En revanche, on n'a pas appris à faire des écarts-types, puisque la maîtresse, à l'école, ne nous donnait jamais l'écart-type des notes de la classe, pour la simple et bonne raison que la maîtresse, elle avait toutes les notes de la classe, c'est-à-dire qu'elle savait dire quelle était la plus petite et quelle était la plus grande. Quand on est face à un phénomène aléatoire qu'on ne connaît pas, on n'est pas sûr d'avoir vu toutes les valeurs, c'est pourquoi il nous faut l'écart-type.